Bonjour à tous. Alors, avant qu'on commence, est-ce que vous avez des questions ou des propositions pour le cours ou des demandes? On fait juste un check son. Est-ce que tout le monde m'entend? S'il y a quelqu'un qui peut, je vais tester au hasard. Il y a Alors, attendez, je réponds aux questions. Oui, On vous entend bien. pas de souci. Vous voyez l'écran là, la galaxie ou pas? Ouais. Ok, clean, merci. Ok, on va commencer. Donc, l'objectif de cette petite leçon, c'est de réviser une force très importante dans l'univers qui est la force de gravitation et voir comment on gère ces formules et son application sur Terre, ce qui nous concernera le plus souvent, bien sûr. Alors d'abord, quand même, on va prendre un peu de recul sur la force de gravitation parce que c'est la force la plus importante à l'échelle de l'univers, vous le savez sûrement. Donc là, je vous ai mis bon, bien sûr, ce n'est pas une véritable photo, on n'en a pas, hein, on aimerait bien. C'est une représentation d'artiste de notre galaxie qu'on appelle aussi la Voie lactée. Donc là, vous avez un centre dont on va reparler. Vous avez des bras qui s'enroulent en spirale. Là. Et ici, dans le cercle, en fait, c'est nous. Nous, on est à peu près par là, le système solaire. Et en fait, si on reste concentré sur le centre de la galaxie, ça a été un des trucs assez étonnants des découvertes récentes. On s'aperçoit qu'il y a un trou noir. Donc, je vous montre tout de suite la vidéo. Donc, si on zoome dans cette partie, on a bien sûr, vous voyez ici au centre d'une galaxie, aussi par gravitation, en fait, c'est là que sont concentrés des millions de millions d'étoiles. D'accord? Puisque on va le revoir, la force gravitationnelle, mais vous le savez déjà, rien que dans l'intitulé, elle attire les masses entre elles. Donc plus les masses sont lourdes, plus elles vont s'accumuler au même endroit. Et donc ici, au centre de la galaxie, regardez, je vous montre une petite vidéo. Donc ça, regardez les années qui défilent et les mois. Hein. C'est un télescope qui s'est braqué vers le centre de la galaxie pendant plusieurs dizaines d'années. Là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des étoiles qui gravitent autour d'un corps qu'on ne voit pas. En tout cas, pas dans le domaine visible. Là, vous voyez, on voit cette étoile qui va accélérer très fortement. Je vous rappelle qu'une étoile, quand même, ça fait à peu près 1 million de fois la Terre. Donc là, vous voyez, vous avez une étoile qui décrit une ellipse. D'ailleurs, on le voit bien, une ellipse, pour rappel, parce que peut-être vous ne savez pas ce que c'est un cercle déformé. On verra ça un peu plus tard. Et donc là, vous voyez qu'on voit bien une accélération en fait en bas ici. Donc ici, sûrement, se cache un objet très massif, parce que vous avez vu, c'est lui qui fait balader l'étoile autour de lui, qu'on appelle un trou noir. Donc un trou noir, ce n'est pas juste un objet théorique. Hein. On sait qu'il y en a plein, on a plein de candidats dans l'univers, dont vous entendrez parler un peu plus tard. Et donc, on parle des trous noirs en intro, hein, parce qu'en fait, c'est le degré extrême de la gravitation. C'est-à-dire c'est une gravitation qui a été tellement poussée que, vous verrez plus tard, ou en tout cas on peut en parler, même la lumière ne peut pas sortir de ces objets. Alors, ce n'est pas un trou, hein, c'est un astre très dense. Pour vous donner une idée, c'est comme si en fait, on prenait tout ce qu'il y a sur Terre, toute la matière sur Terre, et qu'on la concentrait dans une sphère de 1 centimètre. Ça deviendrait un trou noir. Voilà pour cette petite intro. Alors, on continue avec zoomer un peu vers le système solaire. Là, ce que je vous ai préparé, là, c'est une petite vidéo tournée par un satellite qui s'appelle SOHO, qui est en permanence braqué vers le Soleil. Alors, bien sûr, on est obligé de mettre un disque pour protéger les détecteurs de la lumière trop intense. Et donc là, vous voyez, si je le remets là, en revenant, on voit des planètes du système solaire qui tournent autour du Soleil. C'est pas une surprise. On voit aussi, en passant, que vous voyez, le Soleil, c'est un astre. Vous vous souvenez, où il y a des réactions nucléaires très violentes, donc on voit qu'il y a des émissions permanentes. On s'est aussi aperçu qu'il y avait des comètes qui passaient pas loin du Soleil. Regardez, on voit bien cette comète là, avec ce qu'on appelle la queue de la comète, parce que je vous rappelle qu'une comète, en fait, c'est une énorme boule de glace sale. C'est-à-dire c'est de la glace avec petits débris à l'intérieur, et donc cette glace, quand elle fond à proximité du Soleil, elle dégage cet aspect-là sous forme de queue. Et on a même vu des comètes, regardez, se cracher sur le Soleil. Voilà. Donc ça, c'est le diamètre solaire, hein, qui a été caché, vous voyez, par un indice très important. Donc je remets, regardez, on voit bien les comètes qui passent trop près du Soleil et donc ils vont s'écraser dessus. On voit bien le dégagement de matière d'ailleurs que ça provoque. Alors imaginez, hein, si ça fait à peu près 1 million de kilomètres, la protubérance ici qu'on voit, d'accord, c'est colossal. Ok, donc sur la force gravitationnelle, si on se calme un peu au côté univers et qu'on continue à zoomer vers nous, vers le centre du système solaire et plutôt encore vers la Terre avec son système lunaire, d'accord, on va planter le décor au niveau de cette force. Alors cette force, ce dont il faut se souvenir, je l'ai mis dans le titre, hein, parce que c'est extrêmement important. C'est la seule force de l'univers
qui est uniquement attractive. Vous le savez, il y a des forces électrostatiques qui sont attractives, répulsives. La gravitation, on n'a jamais vu deux planètes se repousser. On aimerait bien, hein, par symétrie. Ça nous arrangerait au niveau des théories de la physique, mais en fait, on ne l'a jamais vu. Donc pour l'instant, on postule en fait que la force gravitationnelle est toujours attractive. Donc là, je vous ai mis une photo de la Terre et de la Lune, bien sûr. Et donc, regardez comment on va construire cette force. On va simplement, bon, déjà par un vecteur, vous vous rappelez qu'un vecteur, ça résume plusieurs choses. Ça résume à la fois l'intensité d'une force par sa longueur, le sens et la direction. Donc c'est un objet très pratique, vous avez déjà vu en maths, j'imagine. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé la force de la Terre sur la Lune. Okay. Alors, ce qui va intervenir dans cette formule, c'est la distance, forcément. Imaginez bien, plus on s'éloigne d'un objet, moins il va nous attirer. Et donc, on va voir comment dans la formule. Donc, si je réécris la formule, la force de la Terre sur la Lune, ça dépend des deux masses. Comme je vous l'ai dit en introduction, la force, c'est une force qui ne concerne que les masses. Donc, c'est la masse de la Terre multipliée par la masse de la Lune. Okay, ce sont les deux masses concernées par le système qu'on étudie ici. On divise tout ça par la distance au carré, attention. Donc, le carré est très important. Donc, c'est la distance Terre-Lune entre les deux centres des astres. Et il y a une constante, d'accord, qui est très importante, qui s'appelle la constante gravitationnelle, qui s'appelle grand G. Hein, ne la confondez pas avec petit g, parce qu'on va voir que ça signifie autre chose en physique. Donc, c'est une constante, ce qu'on appelle une constante universelle de gravitation. D'accord. Donc, je vous ai mis en rappel les unités, parce que mais ça, on le reverra en exercice. Hein. Donc, vous voyez, G, on peut déjà interpréter une petite chose importante. Là. Vous voyez, 6,67, 10-11, c'est quelque chose de très faible. On pourrait se dire, bah, c'est une force qui va être vraiment négligeable. Sauf que ça va dépendre, bien sûr, des masses. Oui, je t'écoute. J'ai pas entendu ce que c'était G. Alors, grand G, ici en vert, en jaune, pardon, c'est la constante universelle de gravitation. Okay, Merci. qui a une valeur très faible, d'accord, que j'indique ici. Mais comme elle va être multipliée par des masses exceptionnellement grandes, ça va faire une force qui va être très importante. C'est bon? Voilà. Donc en fait, maintenant, regardez, je vais appliquer. Alors, pardon, je reviens un peu en arrière. Je vais appliquer cette formule à la surface de la Terre. C'est-à-dire que maintenant, bien sûr, ça va simplifier un peu le problème. Je reprends toujours grand G, la masse de la Terre, la masse d'un objet qui se trouve à la surface, par exemple vous. On divise toujours par la distance au carré entre la Terre et la surface. Et bien sûr, la distance, d'accord, entre la Terre et la surface, bah, en fait, c'est le rayon. Alors, vous voyez, le M, je le mets tout de suite devant, là, parce que vous allez voir pourquoi. Et je récupère le reste de la formule. Donc, je rappelle que la distance Terre-surface, c'est-à-dire entre le centre de la Terre et la surface de la Terre, bien sûr, c'est le rayon. OK? Donc, vous voyez pourquoi j'ai écrit ça autrement? Parce qu'on voit bien qu'ici, grand G, M Terre sur le rayon de la Terre au carré, ben, en fait, ça ne concerne que la Terre. C'est caractéristique de la Terre, donc c'est ça que j'ai symbolisé ici. Donc, ça ne concerne que la Terre, et donc on regroupe tout ça sous le terme petit g. Okay, et là, vous retrouvez une formule que vous avez peut-être déjà vue en quatrième, c'est que la force d'un objet, la force à laquelle est soumise un objet à la surface de la Terre, ben, c'est tout bêtement mg. Alors, si on calcule G avec grand G, qui est donné ici, on le fera en exercice, hein, la masse de la Terre et le rayon de la Terre, on s'aperçoit que G est presque égal à 10. Okay, alors ça, j'insiste, ce n'est valable qu'à la surface de la Terre. Si vous allez, alors ça ne varie pas beaucoup, si vous allez à 10 km d'altitude, ça ne change pas beaucoup, mais ça va diminuer un petit peu. Ça va surtout changer si vous changez d'astre. C'est-à-dire si vous posez sur la Lune, G est à peu près à 1,6 au lieu de 10, vous voyez, 6 fois moins. Donc en fait, ça résume dans un seul nombre l'importance, ce qu'on appelle le champ de pesanteur sur cette planète. Okay, donc bien sûr, ça, vous l'avez reconnu, ça s'appelle le poids. Ce que j'ai mis ici, à la surface de la Terre, d'accord, sera écrit sous la forme P égale mg. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Donc vous voyez, le poids, c'est simplement une réécriture simplifiée de cette formule universelle qui marche aussi bien pour la galaxie que pour des ensembles de galaxies que pour l'univers, appliquée à notre planète Terre. Alors, un petit exercice, en tout cas, une petite explication d'un phénomène que vous connaissez, mais qui est extrêmement important. On va expliquer pourquoi il y a 2 marées hautes par jour. Parce que ce n'est pas si évident. On va le faire, vous allez voir, juste avec des forces de gravitation. Donc là, ce que je vous ai symbolisé, bien sûr, c'est la planète Terre, d'accord, son centre, la Lune. Alors, on trace tout de suite l'axe qui passe par les centres, ok, parce que c'est là-dessus qu'on va symboliser les forces de gravitation.
Ça nous définit 2 points. On va dire que ça, c'est la plage numéro 1, parce que je vous rappelle que les marées, quand même, il faut être à la plage pour les observer, et la plage numéro 2. Alors, vous voyez, ce que je vais faire avec ces vecteurs, je vais afficher en fait les forces de gravitation qui vont nous intéresser dans ce problème. C'est-à-dire qu'on a besoin de la force de gravitation de la Lune sur le centre de la Terre. Donc, je l'écris Lune flèche C. Alors, on étudie la Terre ici, hein, donc on étudie l'influence gravitationnelle de la Lune sur la Terre. Alors que d'habitude, vous vous rappelez, on fait plutôt l'inverse. Hein. On prend le corps le plus lourd, on sait qu'il ne va pas trop bouger par inertie, on en reparlera. Et on regarde comment il fait évoluer un corps qui est autour de lui en orbite. Hein, comme on a vu un peu tout à l'heure, le trou noir qui fait évoluer des étoiles autour de lui. Alors en fait, donc j'ai dit que j'allais faire intervenir les 3 forces qui nous intéressent ici. La suivante, c'est celle de la Lune sur P1. Donc vous voyez, le vecteur est plus grand. C'est normal, le point ici est plus proche du centre de la Lune que le point C, donc on aura forcément une force de gravitation plus importante. Je fais la même chose, idem, sur le point le plus éloigné, et donc là, vous voyez, j'ai fait un vecteur moins grand. Et donc, on veut savoir ce qui se passe en P1. Donc, vous voyez, il se passe. Donc, ce qui n'est pas trop évident, c'est que là, en fait, on a 3 choses qui sont attirées. On a à la fois le centre, P1 et P2. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est la différence de ces forces. Donc là, vous voyez, j'ai reporté ici, avec un copier-coller, exactement la même force que j'ai schématisée ici de la Lune sur le centre. Alors, je vais faire la différence, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc, en fait, j'enlève cette force et je prends son opposé. Donc, c'est bien ce que j'ai appelé moins F Lune C. Vous voyez que c'est le même vecteur, à ceci près quand même qu'il est orienté différemment. Et là, vous voyez, si je fais la somme de ces 2 vecteurs, ou comme vous voulez, la force de la Lune sur P1 moins la force de la Lune sur C, je trouve cette petite flèche jaune ici. Et donc, vous voyez, ce différentiel de force de gravitation, en fait, suffit à expliquer pourquoi l'eau ici va se lever. Alors, ce côté-là, ce n'est pas trop une surprise, on s'y attend. D'accord? Même si on s'attend à ce que l'eau soit attirée par la Lune, c'est assez proche et tout, mais vous voyez, ce qui est important de retenir, c'est que c'est une différence. Et vous allez voir que c'est cette différence qui va nous expliquer qu'il y a aussi marée haute de l'autre côté. Alors, on y va, je fais pareil. Je reporte ici la force de gravitation qui a attiré le centre de la Terre. Je l'inverse, parce qu'on a dit qu'on voulait la différence, et j'additionne ces 2 vecteurs. Et je retrouve, regardez, un vecteur jaune ici, cette fois lui aussi orienté vers l'extérieur. Et donc, en fait, vous voyez, par la différence des forces, on s'aperçoit que l'eau, les océans en tout cas, parce que je vous rappelle que les marées n'interviennent que sur les grandes masses d'eau, hein, c'est très grand, l'océan Méditerranée, c'est très faible. Donc, vous voyez, si je supprime toutes les constructions intermédiaires, on s'aperçoit qu'on a 2 vecteurs qui ont tendance, 2 forces en fait, qui ont tendance à soulever les marées des 2 côtés. Est-ce que vous avez compris ce phénomène de marée? Donc, je répète, hein, ça permet d'expliquer pourquoi il y a 2 marées hautes par jour. Alors, bien sûr, aux extrémités ici, okay, il y aura marée basse. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Vous êtes sûr? Ok. Alors, voilà. Alors, pour vous montrer jusqu'à quel point ça peut aller quand même dans l'univers, ces forces de marée, ça peut même casser des planètes. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des films de science-fiction. Mais on sait qu'en fait, Saturne est un héritage des forces de marée, parce que les fameux anneaux de Saturne, qui sont quand même très particuliers dans le système solaire, en fait, ils sont dus à des forces de marée. C'est-à-dire, il y a probablement eu, même on est quasiment certain, des astres, des lunes qui tournaient autour de Saturne. Il y en a toujours. Hein. Mais s'il y avait une lune un peu trop proche de Saturne, qui est quand même énorme, donc il y a une force de gravitation très intense, vous voyez, si je reporte le bilan qu'on a fait tout à l'heure des forces de marée, à savoir une force de chaque côté, en fait, ça peut craqueler à un moment la planète. Ça peut la détruire. Et donc, vous avez, pardon, je passais un peu vite, mais vous avez des anneaux qui se forment à la place des planètes qui tournaient à cette distance de Saturne. Est-ce que c'est bon, l'histoire des forces de marée? Donc, vous voyez, la force de gravitation, en fait, ça se résume à la formule qu'on a vue tout à l'heure, mais il y a des applications qu'il faut quand même bien comprendre. La suivante et la plus spectaculaire, sûrement, c'est ce qu'on appelle la chute des corps. Là, ce que je vous montre, c'est une vidéo. D'accord? Regardez, ils font tomber à la fois un kilo de pommes. Ouais, il est assez fier et tout. Un kilo de pommes et une seule pomme. Si on regarde image par image, si je remets la vidéo, regardez, on voit bien que les deux objets, alors qu'ils sont de masses très différentes, on est d'accord, tombent à la même vitesse. Et ça, c'est un phénomène physique très très important, qu'on a même réessayé sur la Lune, regardez. Donc ça, alors la vidéo, désolé, elle est un peu sale. C'est très vieille. Donc,
Ça, c'est un astronaute d'Apollo 14 qui tient un marteau dans la main droite et une plume dans la main gauche. D'accord? C'est une expérience qu'on ne peut pas faire sur Terre, bien sûr, enfin dans ces conditions, parce que sur Terre, comme il y a de l'air, comme il y a de l'atmosphère, qui est très faible par contre sur la Lune, ben, regardez, cette plume, elle serait en train de flotter sur l'air, donc elle ne tomberait pas à la même vitesse que le marteau. Et là, regardez, il va faire l'expérience. Alors, on ne voit pas très bien, il faut rester concentré sur la plume et le marteau. D'accord? Donc, il va laisser tomber, je laisse écouter. Voilà. Alors, on voit rien, je vais essayer de rattraper l'endroit. Vous voyez, je fais des allers-retours là, on voit bien que les deux objets, déjà, ils tombent moins vite que sur Terre, hein, c'est normal, on l'a dit, la gravitation est moins intense. Donc, vous voyez, on voit bien les deux arrivent en même temps. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Donc, le bilan, en fait, de ces deux petites expériences de rien du tout, c'est que c'est assez étonnant, c'est que, contrairement à ce qu'on pense intuitivement, un objet plus lourd ne tombe pas plus vite qu'un objet plus léger. D'accord? Comme on l'a vu avec le sac de pommes. Donc ça, c'est extrêmement important, ça va avoir des conséquences pour la suite. Donc quand les corps sont séparés, je l'ai dit ici, et là, encore plus spectaculaire. Alors là, c'est une expérience toute bête, on vous montre un... Alors pardon, j'ai fait défiler trop vite. Alors là, on fait juste tomber un ballon de basket avec à l'intérieur, regardez ça. C'est-à-dire à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis du sable magique qui permet de pas... Parce qu'on a mis de l'eau à l'intérieur, donc sur le fond, on avait mis du sable magique pour pas que l'eau reste collée à la paroi. Le sable magique, c'est un sable en fait qui ne se mouille pas, hein. Vous pouvez acheter ça Nature et Découverte, c'est un peu des gadgets. C'est assez étonnant, c'est du sable sur lequel on a mis une pellicule de silicone. Donc quand vous le mettez dans l'eau, en fait, il ne se mouille pas. Et vous pouvez le ressortir, il est sec. D'où son nom. Et donc là, regardez, si on revient, donc ça tombe très vite bien sûr, mais regardez, si on revient un peu en arrière, voilà. Rappelez-vous ce qu'on a, ça rappelle un peu la fusion. Il y a deux boules d'eau là qui se décollent du bord, qui fusionnent même à la fin. Alors bien sûr, on n'est pas en nucléaire, hein. Et vous voyez, on a quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vu que l'eau tombe, comme on l'a vu ici, à la même vitesse que le ballon, ben, elle se met ce qu'on appelle en microgravité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de raison qu'elle soit collée à l'une des parois du ballon. OK? Et donc, c'est ça qu'on appelle la microgravité. Pour vous montrer l'application dans un avion, alors ça, vous allez voir, je vais en parler après, c'est des avions, ce qu'on appelle des avions 0G. Donc vous allez voir, c'est un avion là qui va. Alors il faut trois pilotes, parce que c'est une manœuvre super dangereuse. C'est trois pilotes qui font exprès de faire décrocher l'avion. Ok, vous allez voir, je vais vous remettre le son. Au moment où l'avion décroche, il y a des systèmes d'alarme. Donc ça, c'est la vue à l'intérieur de l'avion. Donc on va comparer les deux vues, à l'extérieur, filmé dans notre avion. Et donc là, regardez, on voit l'avion qui commence à décrocher, c'est-à-dire il tombe. Il tombe en chute libre, vous allez entendre les systèmes d'alarme et tout. Donc les pilotes le redressent quand même. Et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, ce sont les alarmes. Donc voilà, vous voyez, à l'intérieur, bah, tout le monde se met à crier parce qu'apparemment c'est assez étonnant. Vous êtes en microgravité, c'est-à-dire vous flottez dans l'avion. Okay, c'est normal, vous tombez à la même vitesse que l'avion, donc il n'y a plus rien qui vous retient en apparence au sol. Et donc vous décrochez de ces parois et vous tombez à la même vitesse. Regardez, votre expérience est faite. Alors je vous la passe d'abord en vitesse normale. C'est juste, regardez une bouteille d'eau qui est ici, qu'on a percée. Okay, donc pas de surprise, l'eau s'écoule de tous les côtés, par tous les trous. Et on jette cette bouteille, on lui fait décrire une trajectoire parabolique. Ok, en apparence, tout est normal. Et regardez, si on revient quand même image par image, dès que l'élève jette la bouteille, regardez ce qui se passe, il n'y a plus d'eau qui sort. Ok, alors que là, l'eau, elle monte, hein, elle redescend, vous voyez, il n'y a pas une goutte d'eau qui sort. Alors ça, c'est la même explication que ce qu'on a vu dans le ballon, d'accord? C'est que l'eau ici, comme elle tombe à la même vitesse que la bouteille qui la contient, il n'y a aucune raison qu'elle sorte. Les deux s'accompagnent mutuellement, en fait, et donc on dit que l'eau est en microgravité dans la bouteille.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces vidéos? Ok. Alors, donc c'est ça que j'ai mis un corps entourant l'autre, hein, c'est-à-dire que là, on est en microgravité. Donc je récapitule, si on a deux corps de masse différentes tombent à des vitesses identiques, ce qui est assez contre-intuitif, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et donc si on met l'un dans l'autre, par exemple ici l'eau dans le ballon qu'on a vu tout à l'heure ou dans la bouteille, en fait, le corps à l'intérieur de, par exemple aussi le corps des astronautes à l'intérieur de l'avion se met à flotter. Et ça, dans l'espace, c'est extrêmement important. Vous avez déjà sûrement vu ce genre de vidéo. Regardez, ça, c'est une vidéo filmée dans l'ISS. L'ISS, c'est la Station spatiale internationale qui gravite en permanence autour de la Terre. Donc, vous voyez, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez de l'eau qui flotte. Donc, vous voyez, pour boire déjà, les astronautes dans l'ISS, ben, en fait, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils gobent la boule d'eau. Alors là, ils s'amusent un peu, ils mettent de l'aspirine, des colorants pour vous montrer comme c'est joli. D'ailleurs, vous avez vu un autre effet sur les astronautes, hein, ce qu'on appelle la grosse tête, hein. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ont le sang aussi qui ne descend plus naturellement dans les pieds et tout ça, en fait, ils ont le sang, la pression sanguine qui est trop forte dans la tête, donc ça leur fait comme ça une boule un peu étonnante. Donc vous voyez, ça fait des trucs bizarres en microgravité, hein. L'aspirine dans une bulle d'eau teintée avec de la menthe ou autre chose. Ça fait un truc un peu extrême, mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est que ça flotte. C'est-à-dire, vous avez vu, ça ne tombe pas contre les parois. Pour montrer autre chose, les astronautes qui s'amusent dans l'ISS toujours, regardez. Alors ça, c'est pas juste pour jouer, ça nous intéresse parce qu'en fait, ça devrait vous faire comprendre vraiment la différence fondamentale entre masse et poids. Donc, vous vous rappelez la masse, en fait, ce dont vous devez vous rappeler, c'est que la masse, en fait, c'est vos constituants. C'est-à-dire, si vous pesez 50 kg, que vous soyez sur Terre ou sur la Lune, vous pèserez toujours 50 kg parce que, en gros, c'est le nombre de vos molécules qui vous constituent. Donc, ces deux astronautes-là, ils pèsent toujours, oh, pardon, ils ne pèsent pas justement, ils ont toujours la même masse. Ok. C'est-à-dire, si on avait une balance ici, par contre, qu'est-ce qui se passerait? À votre avis, que mesurerait la balance pour l'astronaute qui est en haut, là, le russe? Celui qui est à l'horizontale? J'attends vos propositions. Oui? Bah, peut-être ça mettrait que son poids il est moins lourd, donc Oui, il c'est vrai. flotte un peu. Encore plus radical que soi, en fait, ça indiquerait zéro. Parce qu'en fait, la balance que j'ai dessinée ici, elle flotterait aussi. Donc en fait, il n'y a rien. Parce que je vous rappelle que pour vous peser, vous appuyez sur la balance. Donc en fait, vous faites agir un ressort. Et après, en échange, elle vous indique la force avec laquelle vous avez appuyé. Ok. Donc en fait, si on mettait une balance sous les pieds de cet astronaute, elle indiquerait zéro. Donc c'est pour ça qu'on parle de microgravité, hein. Donc faites attention au terme et les pièges. C'est-à-dire tout se passe comme si la gravité était nulle, mais elle ne l'est pas, hein. On l'a vu, les deux objets tombent en même temps. Donc il n'est pas du tout question d'enlever la gravité, c'est impossible. Par contre, on enlève en partie ces effets parce que comme ils flottent tous les deux dans la station qui les abrite, il n'y a aucune force qui les attire sur la paroi. Ok. Donc voilà, donc ça fait un truc assez spectaculaire que je veux résumer avec ça. Ça veut dire que la masse ici, d'accord, est toujours la même. C'est-à-dire si cet astronaute pèse 70 kg, il a toujours la masse de 70 kg, mais le poids est nul. Donc le poids, pour insister, j'ai mis la petite flèche qui rappelle que c'est une force, hein, n'oubliez pas ça. Le zéro a aussi un vecteur nul, hein, ça existe. Donc le poids, c'est 0 newton. Donc vous voyez déjà l'unité, ça vous met sur la voie, hein. Si le poids est en newton et la masse en kilos, ça veut bien dire que ce n'est pas la même chose. Même si la plupart du temps, ils sont intimement liés par le petit g qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un facteur 10, bah, parfois ils sont distincts. Donc vous voyez ici, là, je vous rappelle que si cet astronaute était sur Terre, bah, il pèserait 700 newtons. C'est-à-dire on ferait m fois g. G, on l'a vu tout à l'heure, c'est à peu près 10. Donc cet astronaute sur Terre pèserait 700 newtons. Dans l'ISS, il pèse 0, mais il a toujours la même masse. Donc est-ce que c'est clair la différence entre les deux? Donc si ce n'est pas clair, vous me posez une question là, parce que ça, il faut qu'on soit d'accord très vite. C'est bon? Bon voilà, donc j'ai insisté avec ça. Ne pas confondre poids et masse, ok, c'est ce que vous avez en bas. Donc rappelez-vous que les unités vous mettent sur la voie. Déjà, la notation de vecteur, elle est là aussi pour vous aider. Le poids, c'est une force, donc c'est un vecteur. C'est en newton, comme toutes les forces. Et la masse en kilos. D'accord? Rappelez-vous que les grammes, c'est juste utilisé en chimie parce que c'est plus pratique.
Voilà, donc voilà, juste pour ce rappel sur les forces de gravitation. J'espère que vous avez compris. Vous voyez, ça va, si on résume en fait, le plus important c'est sur la diapo numéro 2 que je vous mettrai en ligne ce soir, qui permet de faire des calculs. Mais en fait, il faut surtout avoir en tête pas mal de phénomènes, comme on a vu, les forces de marée. Bon, tout ça, vous ne l'aurez pas au brevet, c'est plutôt pour votre culture, hein. D'accord? Par exemple, ça aussi, la chute des corps, c'est pour plus tard, mais c'est bien de le savoir tout de suite. Donc, si on résume, faites très attention, par contre, là, on vous attend là-dessus, la différence entre poids et masse, et à cette formule ici. Mais vous la connaissiez déjà, je pense en partie, que le poids est égal à m fois g. Là, c'est pour vous expliquer d'où ça vient. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on boucle? C'est bon? Écoutez, je vous remercie pour votre attention, puis on se voit demain pour... je ferai un autre petit cours d'une demi-heure pour qu'on soit tous calés sur le même cours, avant d'attaquer les exos. Merci, à demain.